Bonjour, alors je vous parle de Montréal où je suis ici dans le bureau de Lucie Sauvé du Centre Air qui aimablement nous a prêté son bureau aujourd'hui pour qu'on puisse enregistrer au sein de l'UQAM notre conférence. Je remercie aussi Sandrine qui est l'indispensable moyen technique de la journée et donc merci à tout ce beau monde pour nous permettre de nous parler à distance. Alors, on va parler d'éducation alternative, on va parler d'une éducation libre, on va essayer de partir des besoins de l'enfant, on va essayer de se demander, au-delà de ce que la société promeut, vis-à-vis de ses propres besoins en tant que collectif, en tant que peuple, en tant que nation, de quoi un enfant, lui, a besoin au moment où il arrive dans notre vie, où il arrive dans notre monde. Alors, pour ça, j'aime bien, pour commencer, utiliser l'image de l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que comme l'éducation, c'est un domaine qui est passé assez récemment, finalement, dans l'histoire de l'humanité, par un processus d'industrialisation. Au début, évidemment, en agriculture, quand on voulait se promener, quand on voulait manger, il n'y avait pas encore d'agriculture. Hein, si on remonte à peu près il y a 12 000 ans, avant le croissant fertile, l'Anatolie, où les premiers humains ont commencé à cultiver. Avant ça, quand on voulait avoir du blé, par exemple, puisque ça a été une des premières céréales qui a été utilisée, on se baladait dans les champs, et puis on avait des coins à blé, comme on a aujourd'hui des coins à champignons, et on ramassait du blé, comme ça, un petit peu au hasard de la promenade. Puis on s'est dit que si on rassemblait tout ça au même endroit, même s'il y avait d'autres plantes au milieu, c'était quand même plus facile. On s'est dit après que si on pouvait éliminer toutes les autres plantes et n'avoir que du blé, et qu'on puisse tout planter le même jour, et pour tout pouvoir récolter le même jour, ce sera encore bien plus facile. Et dans l'histoire de l'industrialisation, on a fini par y ajouter des intrants chimiques. Alors il y a trois dangers qui sont des dangers intellectuels à ça. Le premier danger, c'est la confiscation du vocabulaire. Quand on parle d'agriculture aujourd'hui, si je dis, voilà, moi je suis agriculteur et puis je fais pousser du blé, et que je m'arrête là, eh bien on comprend que je participe à l'agriculture pétrochimique. Voilà, c'est de l'agriculture avec des engrais, avec des pesticides, avec ça. C'est devenu l'agriculture normale, celle qui n'a pas besoin de se qualifier, celle qui n'a pas besoin de s'expliquer. Le deuxième danger intellectuel, c'est que on va penser que s'il n'y avait pas d'agriculteurs, il n'y aurait pas de blé, que c'est l'agriculteur qui fait pousser le blé. Et on a complètement oublié que le blé, finalement, il poussait tout seul. Le troisième danger, si je reste sur l'image de l'agriculture, c'est la création d'une science, l'agronomie, qui est au service, non pas du blé lui-même, mais de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un grain de blé assister à un cours d'agronomie. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en éducation, il y a eu le même processus d'industrialisation. D'abord, évidemment, dans les premiers temps de l'humanité, mais encore dans beaucoup de nations, beaucoup de peuples aujourd'hui, quand un enfant vient au monde, il grandit naturellement au milieu de sa famille et de ses amis, du village, de son entourage, de sa communauté, de son environnement, et il va apprendre tout ce qui lui est nécessaire pour sa vie d'adulte. Mais petit à petit, on a regroupé les enfants dans des espaces clos qu'on peut appeler des sanctuaires, qu'on peut appeler des prisons, suivant le point de vue. Mais en tout cas, on a isolé les enfants du reste de la société, soit pour protéger la société des enfants parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas encore prêts et qu'il fallait les redresser, dans une vision un peu janséniste par exemple, ou pour protéger les enfants de la société parce qu'on pensait que la société était cruelle, comme Rousseau pouvait l'exprimer. Et à ce moment-là, de toute façon, les deux courants ont amené à isoler les enfants du reste de la société. Alors, ensuite, on les a regroupés par tranche d'âge, pour pas dire par date de fabrication, et puis on leur a administré des programmes, on leur a administré des murs, des règles, et puis on y a rajouté également, malgré tout, ce qu'on peut,
enfin, en le disant de façon un petit peu abrupte, on y a ajouté des intrants chimiques aussi. Et donc on voit aujourd'hui le Ritalin, ou on voit les tranquillisants ou les somnifères pour les profs qui ont du mal. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chimie aujourd'hui dans l'école. Alors c'est le même processus que l'industrialisation de l'agriculture. Là, on se retrouve dans l'industrialisation de l'éducation. Et on se retrouve avec les trois mêmes dangers. Le premier, c'est la confiscation du vocabulaire. Donc aujourd'hui, l'éducation, finalement, ben, c'est l'école. Voilà, un enfant, c'est normal. Ça va à l'école, c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc on ne remet plus en question. Et donc aujourd'hui, si je dis que mes enfants grandissent à l'extérieur de l'école, il faut que j'aille me servir dans le corpus dans le champ sémantique de l'école, et de dire qu'on fait l'école à la maison, l'éducation à domicile, etc., etc. Parce qu'on utilise ce vocabulaire scolaire pour qualifier des pratiques qui ne le sont pas. Même quand j'utilise le mot de unschooling, on fait encore référence au monde scolaire. Quand quelqu'un ne pratique pas quelque chose, on ne le qualifie pas en fonction de ce qu'il ne pratique pas d'habitude. Hein. Un pêcheur, c'est pas un non-chasseur, d'accord? C'est un pêcheur. Mais voilà, donc là, on s'est fait voler notre vocabulaire. Alors autant les agriculteurs avaient eu l'intelligence, la science, la conscience de réinjecter du vocabulaire nouveau pour qualifier des pratiques anciennes. Et aujourd'hui, quand on parle d'agriculture biologique, d'agroécologie, de permaculture, on voit bien à quoi on fait référence. Mais nous, les éducateurs, n'avons pas été aussi vifs d'esprit. On n'a pas encore trouvé une façon de qualifier nos pratiques. Alors on parle d'école à la maison, et c'est un vocabulaire qui ne nous sert pas. Le deuxième danger qu'on retrouve, c'est la croyance que c'est l'enseignant qui va produire de l'apprentissage par son enseignement. Alors là, encore une fois, on oublie qu'un enfant, ça apprend à marcher, ça apprend à parler, ça apprend n'importe quelle langue au monde quand il naît, mais on va être dans une situation où on va croire que s'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'apprentissage. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il va nous falloir revenir. Et le troisième, c'est le troisième danger, comme tout à l'heure on parlait d'agronomie, là on parle la création d'une science qui sont les sciences de l'éducation. Et dans les sciences de l'éducation, eh bien, là encore une fois, ce n'est pas une science qui est destinée aux enfants, car aux enfants on leur enseigne les équations du second degré ou tout ça, on leur enseigne la chimie, on leur enseigne des choses ultra complexes, mais la seule chose qui n'est pas enseignée aux enfants, c'est l'éducation. Il n'y a pas un seul enfant inscrit en sciences de l'éducation, c'est une science réservée aux adultes. Alors, encore une fois, on voit que par cette industrialisation, finalement, l'intérêt, le besoin de l'enfant en tant que tel passe après la préoccupation des adultes à gérer les enfants. Mais on se préoccupe beaucoup moins de ce que vit l'enfant en tant que tel. Alors, on pourrait dire que c'est que tout ce dispositif-là d'éducation scolaire a été inventé, mis en place par des adultes pour les enfants, pour favoriser leur apprentissage. Seulement, on sait depuis très longtemps, hein, il y avait des grands auteurs de l'Antiquité, mais on le sait encore mieux aujourd'hui grâce aux travaux notamment sur l'intelligence animale, sur l'intelligence végétale, mais aussi par les neurosciences, qu'aujourd'hui, l'apprentissage ne se fait pas uniquement et à travers un processus d'enseignement, mais à travers tout ce que l'on vit et à l'intérieur de chaque cellule. Apprendre, c'est finalement un phénomène naturel qui est un effet secondaire au fait de vivre, tout simplement. Quelqu'un qui vit quoi que ce soit apprend. Voilà. Donc, il suffit de vivre pour apprendre. Alors, enfermer des enfants dans un lieu pour leur expliquer ce qu'ils auraient appris si on les avait laissés vivre dans la vraie vie, eh bien, évidemment, ça interroge. On sait aujourd'hui, par exemple, que les arbres apprennent. On sait aujourd'hui que quand il y a une sécheresse, eh bien, les arbres, l'année d'après, vont garder plus d'eau. Et ils vont transmettre par le réseau racinaire, ce qu'on appelle comme un réseau Internet à travers les champignons qui sont sur les radicelles, sur les racines, ils vont se transmettre entre arbres, finalement, cette information. Donc, non seulement l'arbre apprend, mais l'arbre enseigne.
Et plus étonnant encore, c'est une recherche qui est sortie il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, à propos du blob. Le blob, ce qui n'est pas le nom scientifique, mais c'est un être monocellulaire, donc unicellulaire. Ça veut dire qu'on parle d'un être qui a à peu près 1 milliard d'années d'histoire. On se situe au tout début de la vie sur Terre, et après les bactéries finalement, les êtres unicellulaires, et on est avant que se séparent le règne du monde animal, végétal, etc. Et cet être-là, le blob, qui est unicellulaire, on a démontré que non seulement il apprend, mais il enseigne. Donc, c'est pas, on sait depuis finalement assez récemment que le processus d'apprentissage n'a pas lieu dans le cerveau uniquement, mais a lieu dans tout le corps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tout le monde sait à travers, par exemple, le geste artisan ou le geste paysan. On sait qu'on apprend avec nos mains. Il ne sert à rien d'avoir un cours théorique pendant des heures et des heures sur qu'est-ce que la poterie si vous ne touchez jamais à un tour pour pouvoir faire vos propres bols. Donc, tant que vos mains n'auront pas appris, la tête est assez inutile dans ce cas-là. Voilà. Donc, l'apprentissage est quelque chose, Nietzsche le disait, on apprend en marchant, on apprend en respirant, on apprend en côtoyant, on apprend par l'exemple, on apprend de 1000 façons dont l'école a ignoré finalement la puissance des leviers pour n'en faire qu'un apprentissage essentiellement théorique, essentiellement intellectuel. Malgré ce, il se passe aussi, l'enfant, quand il est à l'école, oui, on lui parle d'un certain nombre, on lui donne un certain nombre d'informations, mais son corps, lui, est en train de vivre autre chose. On a beau lui parler de la forêt amazonienne, s'il est assis dans une classe, son corps apprend que c'est à l'école qu'on apprend. Son corps apprend que l'immobilité et le silence sont des processus d'apprentissage. Et c'est des choses que l'enfant enregistre, et au bout de quelques années, quelques dizaines d'années, à ce régime-là de pédagogie sédentaire, eh bien, on finit par être convaincu qu'il n'y a plus qu'une seule façon d'apprendre, c'est-à-dire d'être assis en classe. Évidemment, intuitivement, chacun de nous savons qu'il n'en est rien. Et je vous prendrai simplement un exemple. Si un ami vous appelle pour vous dire « viens me voir dans un pays, dans une ville, à Tokyo par exemple, dans un endroit où vous n'êtes jamais allé », et que cet ami vient vous chercher à l'aéroport, vous emmène chez lui, vous installe dans une pièce, déplie un écran, et puis là, vous commence à vous faire un cours sur Tokyo, alors l'histoire, la géologie, le nombre d'habitants, l'économie, la sociologie, les traditions. Puis au bout de quelques jours, il va vous permettre d'accéder à un ordinateur pour faire une recherche Internet, puis il va vous demander de monter un petit dossier, de faire une présentation devant d'autres condisciples, et puis finalement, il va vous distribuer de la documentation sur Tokyo, et puis vous allez passer au tableau, faire une présentation, vous serez évalué, vous allez remplir un questionnaire à choix multiples, et puis vous aurez une note, et à la fin de la semaine, il vous ramène à l'aéroport en vous disant « Alors, Tokyo, est-ce que ça t'a plu ?» Eh bien, on pourra penser que c'est un voyage qu'on ne voudrait pas faire, qu'on ne voudrait pas refaire en tout cas. Et pourtant, je viens de décrire tout le processus scolaire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle d'habitude de l'apprentissage pour les enfants ne nous conviendrait pas à nous en tant qu'adultes si nous devions les vivre au même titre. Pourtant, il y aura eu des cahiers, il y aura eu de l'évaluation, il y aura eu de l'interaction, il y aura eu de la recherche, il y aura eu du montage de projets. Et tout ce qu'on met d'habitude derrière le mot éducation ne nous satisferait pas en tant qu'adultes si nous devions les vivre. Par contre, s'ils nous avaient laissé marcher dans Tokyo, quitte à nous accompagner, à nous montrer des bons coins, eh bien, nous aurions pu vivre des choses dont on va se rappeler toute notre vie. Voilà, alors que ce qu'il y a dans les cahiers, vous savez, après l'examen, 3 semaines plus tard, c'est fini, on les a complètement oubliés, c'était le temps de réussir l'examen. Alors que quand on a vécu des choses, on aurait pu se perdre, rencontrer, se faire inviter à un mariage ou je ne sais quoi, des choses dont on va se rappeler toute notre vie. Donc voilà en quoi finalement il est urgent
de penser à rétablir des choses tout à fait naturelles qui sont une éducation dans la vraie vie, une éducation naturelle, dans l'oikos finalement, dans l'éco. C'est pour ça que j'avais parlé lors de ma maîtrise d'éco-éducation. C'est parce qu'on parle d'une éducation qui se passe dans l'environnement naturel favorable au développement des êtres qui sont là. Voilà. On va évidemment évoquer la question du choix, c'est en disant oui, mais alors est-ce qu'il faut laisser le choix aux enfants, et puis les parents qui travaillent, et comment ça se passe, comment on pourrait libérer nos enfants de l'école sans remettre toute la société en question. Alors c'est évidemment, ce choix qu'on pourrait faire pour nos enfants entraîne des dispositions que les adultes eux-mêmes devraient mettre en place. Mais des fois, on me dit « Ah, mais tes enfants, ils ne vont pas à l'école, mais est-ce que tu leur as laissé le choix ?» Alors évidemment, on pourrait répondre que est-ce que les enfants qui vont à l'école ont eu le choix, mais effectivement, on a plutôt choisi en tant que parents le fait que les enfants n'aillent pas à l'école. Mais une fois ce choix fait, les enfants, le matin, se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée. Il n'y a personne qui pense pour eux comment ils pourraient finalement passer leur journée et qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire. Rappelons qu'à l'école, un enfant qui va à l'école ne choisit pas le fait d'y aller en général, il ne choisit pas son école, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas sa classe, il ne choisit pas ses condisciples, il ne choisit pas ses professeurs, il ne choisit pas les matières qu'il va voir, il ne choisit pas la façon, les méthodes pédagogiques, il ne choisit pas le fait d'être évalué, ni quand il va être évalué, ni comment, ni la couleur du stylo avec lequel il va devoir remplir son évaluation. Puis dans tous les projets pédagogiques des écoles et des universités, on nous dit que ça va donner des êtres libres et autonomes. Alors on peut se demander par quel miracle la liberté et l'autonomie vont pouvoir fleurir à l'intérieur d'un dispositif où tout est contrôlé, évidemment. On peut parler par exemple d'une jeune fille que j'avais croisée qui avait 14-15 ans, qui n'était jamais allée à l'école, et je l'ai revue, elle avait souhaité aller voir ce qu'était une école pour sa dernière année de secondaire, et je l'avais revue quelques temps plus tard, et je lui avais dit, alors finalement, comment tu as trouvé l'école? Et elle m'a dit, ah, qu'est-ce que c'est facile, qu'est-ce que c'est reposant. Et tu ne me croiras pas, mais il y a des gens dans les écoles, leur travail, c'est de faire en sorte que tu n'aies pas à te demander ce que tu vas faire de ta journée. Tu arrives là, on te dit ta place c'est là, ta classe c'est là, voici le papier, sors tel livre, fais tel exercice, quand tu as fini tu en fais un autre. Et donc il y a des gens dont le métier, c'est des gens qui sont payés pour penser à ce que vous allez faire toute la journée sans que vous ayez vous à vous préoccuper d'un programme et sans que vous ayez à chercher à savoir comment vous occuper et quoi apprendre puisque tout est pensé à votre place. Donc elle avait trouvé ça très facile. Alors évidemment, dans ce dispositif-là, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir comment apprend un enfant. Puisque justement, comment apprendrait un enfant de façon naturelle et spontanée? Puisque tout est prévu pour que justement, il ne puisse jamais apprendre de façon naturelle et spontanée. Tout passe par un processus pédagogique. Prenons un exemple, si on prend une sortie d'un musée archéologique, par exemple égyptien, avec une classe. Alors on va avoir, le mauvais prof, c'est celui qui va dire, bon les enfants, vous voyez pas parce que la vitrine est trop haute, mais l'artefact numéro 813, trouvé dans la vallée du Nil en 1923 par l'archéologue Gunther, je ne sais pas quoi, et on comprend bien qu'au bout de 15 minutes, les enfants ont complètement lâché ça et ne s'intéressent pas à ça. Si on prend un bon prof à l'opposé, alors là, il sera arrivé 10 jours avant, il aura monté une journée Indiana Jones avec la momie, des fouilles archéologiques, des tyroliennes, des fouilles sous-marines, il y aura eu des énigmes, il y aura eu des sarcophages, etc., etc. Et là, évidemment, les enfants vont passer une très très bonne journée, et les parents vont penser que le prof est excellent et tout le monde sera très content. Évidemment, on préférera toujours le deuxième au premier, mais par contre, ni dans le premier cas, ni dans le deuxième, nous pouvons savoir comment auraient appris les enfants de façon naturelle et spontanée. C'est-à-dire que si on avait laissé les enfants là dans le musée et que le prof avait dit « je vous attends au café d'en face », eh bien, rendez-vous à 5 heures, eh bien là, évidemment, on aurait pu savoir, en fin de journée, on aurait pu aller voir les enfants et dire « alors, qu'est-ce que vous avez appris ?»
dans ce musée. Et là, on aurait pu comprendre comment les enfants apprennent de façon naturelle et spontanée. Mais tant que l'activité de l'apprentissage est organisée, alors évidemment, ça ne laisse pas la place à l'enfant en tant que tel et à son besoin de découverte par le jeu, de découverte par l'interaction bienveillante, de découverte à travers tout ça. De la même façon, quand un enfant s'intéresse à un sujet et qu'il y a une cloche qui sonne au bout de 50 minutes, on ne sait pas jusqu'où aurait pu se rendre l'enfant sur ce sujet qui le passionne si on lui avait laissé tout le temps de jouer avec ça. Voilà. Donc à chaque fois, les processus naturels et spontanés sont coincés entre les murs, les règles, le programme et l'encadrement. Ce qui fait que il faut vraiment observer des enfants en dehors de l'école, dans les sociétés traditionnelles, dans les enfants en voyage, dans les familles d'école-maison, entre guillemets, pour comprendre finalement comment apprend un enfant. Parce que sinon, on ne le voit jamais apprendre tout seul. On le voit toujours dans un processus prévu par d'autres. Voilà. Autre chose, c'est qu'un enfant apprend selon des rythmes chronobiologiques. Nous avons à l'intérieur de nous, chacun, non pas une horloge, mais un magasin d'horloges chronobiologiques. C'est-à-dire, on va avoir des heures différentes pour les repas. Il y a des gens qui ont faim le matin, il y a des gens qui n'ont pas faim, il y a des gens qui mangent peu le soir, il y a des gens... Bon. Et puis ça change au cours de notre vie. Il y a des gens, ensuite, au niveau du sommeil, il y a des gens qui... Il y a des couche-tôt, il y a des lève-tard, il y a des... Bon, etc., etc. Donc tout ça, on le sait, nous, comment on est fait. Dans les horloges chronobiologiques aussi qui nous préoccupent, on va avoir des rythmes d'apprentissage. Il y a des gens qui vont apprendre de façon... lentement, mais de façon régulière. Il y a des gens qui vont avoir des fulgurances, et puis ça peut changer aussi. Et puis on a aussi des intelligences multiples. Alors évidemment, on peut se demander comment un dispositif unique pourrait répondre à toutes ces exigences, à tous ces besoins de l'enfant. Quand on part de l'enfant, qu'on se demande de quoi il a besoin pour apprendre, eh bien évidemment, on ne peut pas tomber sur une réponse unique pour des milliers et des milliers d'enfants. Ça nous amène d'ailleurs à la question du jeu. Évidemment, on parle de jeux libres et de jeux spontanés. Tous les jeux ne sont pas source d'apprentissage. Il y a des... Pas parce que le fabricant du jeu aurait eu des objectifs pédagogiques, mais simplement, un enfant va apprendre dans un jeu où il se sent libre, où il se sent investi, où il se sent libre de quitter le jeu, où il va pouvoir définir des règles, où il va pouvoir interagir. Et à ce moment-là, l'enfant va être complètement immergé dans ce jeu et qui va être majeur dans sa construction. Les enfants ne font aucune différence entre le fait d'apprendre et le fait de jouer. Pour eux, c'est par le jeu, et ça c'est vrai pour l'histoire des mammifères en général, la nature a inventé le processus le plus efficace pour pouvoir apprendre, et c'est à travers le jeu. Et donc dans les endroits les plus hostiles, dangereux, ou qui pourraient être la savane, la jungle, ou je ne sais pas quoi, que font les enfants des mammifères? Que fait un jeune lion? Que fait un jeune ours? Que fait un jeune rat? Que fait un jeune... Eh bien, ils jouent, tout simplement. Alors, si ce n'était pas efficace, évidemment, on n'aurait plus ni de lion, ni d'ours, ni de rat. Mais à travers ces jeux-là, l'enfant va apprendre. Que font les enfants dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés vernaculaires? Ils jouent. Et ce jeu-là va les amener, ces jeux qu'ils mettent ensemble, qu'ils mettent en place ensemble avec d'autres enfants, libres et spontanés, eh bien, vont les amener à imiter l'adulte, vont les amener à acquérir les compétences qui sont nécessaires dans l'environnement dans lequel ils grandissent. Donc la place du jeu qui a été reléguée, finalement aux périodes de week-end ou de récréation ou de vacances, en fait, c'est une très mauvaise compréhension du jeu. Une autre façon de très mal comprendre le jeu, c'est de faire des jeux pédagogiques. Parce que l'enfant n'apprend pas en jouant. C'est pas comme ça, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est parce que l'enfant joue qu'il apprend.
Donc le but du jeu n'est pas d'apprendre et on se sert d'un moyen pédagogique qui est le jeu. C'est le seul fait de jouer à des jeux libres et spontanés qui crée et qui enracine l'apprentissage. Donc on voit souvent une perversion de l'idée de jeu où on va penser que finalement on va pouvoir faire passer la difficulté, on va pouvoir faire passer la pilule, comme on dit, en l'enrobant de sucreries, en disant tiens, à travers le jeu ou à travers le conte, on va pouvoir faire passer toutes sortes de notions complexes. Mais non, c'est en jouant à faire une cabane, en jouant à faire que les notions complexes apparaissent et que l'enfant va les acquérir. Donc il ne faut pas mélanger le tout. L'autre point qui pourrait qualifier la vie d'un enfant libre d'école, ce serait le fait que l'enfant ne serait pas soumis à une oppression que j'ai qualifiée d'oppression écologique. Pourquoi ? Parce que nous avons des corps et nous apprenons aussi dans nos corps. Et quand le corps est contraint par le programme, contraint par l'emploi du temps, contraint par les murs, contraint par la place, contraint par la discipline qui nous arrime à notre stylo, qui nous attache à notre chaise. Le pouvoir, Michel Foucault disait, le pouvoir vient se glisser dans chaque millimètre entre l'enfant et sa chaise, entre l'enfant et le stylo. Parce qu'il ne peut pas se lever de sa chaise et à chaque point d'ancrage à sa chaise, le pouvoir vient dire ce qu'il a à dire sans que l'enfant puisse lui-même le contester. Alors, on voit qu'il y a des taux de décrochage et tout ça qui sont liés au fait que l'enfant ne supporte plus cette contrainte physique et psychologique de l'attachement forcé, en fait, pour le dire, de la réclusion, finalement, c'est-à-dire d'un enfermement avec une obligation de travail, finalement. Peter Gray rappelait que dans les sociétés que nous connaissons habituellement, personne ne peut être contraint à l'enfermement s'il n'a pas été reconnu coupable de quelque chose. Et les enfants n'ont a priori pas été reconnus coupables, mais eux sont contraints à l'enfermement sans qu'on puisse... Alors voilà, ça crée une oppression que j'ai appelée écologique parce que, évidemment, elle vient dire ce que nous vivons en termes de réclusion, en termes de conditionnement, et nos gestes vont être appréciés au regard de cet environnement fermé, clos, et voilà. Donc, ce sont des défauts majeurs qu'une éducation dans une école conventionnelle ne pourront pas, ce sont des défauts que l'école conventionnelle ne peut pas corriger si facilement. Aucun professeur n'accepterait de faire cours dans une classe à 3 murs. Voilà, parce que les 4 murs sont indispensables à ce processus pédagogique. Donc, il est bon de nous intéresser aux besoins de l'enfant. Il est bon de ne pas se demander, finalement, ou de mettre de côté la question de quoi la société a besoin pour se survivre à elle-même, bien que ce soit une question importante, mais de partir de l'enfant. Voilà, un enfant arrive dans ma vie, je suis un jeune parent, et qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à cet enfant pour qu'il grandisse le mieux ? On vient de voir que ce n'est pas forcément l'école qui a la réponse. Alors, suite à de nombreuses recherches, près de 20 ans de recherche sur ces questions-là, moi je suis arrivé à quelques pistes, quelques réponses, si on veut dire, sans que ce soit des réponses figées, mais des grands principes, des grandes lignes directrices. Le premier besoin que l'on doit respecter chez l'enfant, c'est le besoin de temps. Nous devons laisser à l'enfant du temps libre. Pas pour une image absolument romantique de la liberté, quoique, mais aussi parce que si ce temps n'était pas libre, si ce temps était déjà tout prévu, alors finalement, comment l'enfant pourrait se développer puisqu'on a tout pensé pour lui. Ce temps doit être libre pour que l'enfant l'aménage, pour que l'enfant puisse l'investir, puisse appréhender, en même temps que l'espace, qui doit être libre aussi, à appréhender un environnement dans lequel il va pouvoir se développer à son rythme. Donc le temps et l'espace libre sont indispensables au développement des compétences,
au développement de l'apprentissage. Parce que sinon, on est dans le conditionné. Voilà. Donc, l'enfant, il a besoin de temps et il a besoin d'espace. Et après tout, donner du temps à nos enfants, notre propre temps, pour que l'enfant puisse prendre le sien, est sans doute le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant, puisque le temps, nous en avons tous une quantité limitée, bien sûr. Hein. Nous avons tous une quantité limitée de temps. Nous savons que nous avons tous du temps, mais nous ne savons pas combien. Nous ne savons pas... Alors, en donnant du temps à mes enfants, eh bien, je donne ce que j'ai de plus précieux à ceux-là qui me sont le plus précieux, c'est-à-dire mes enfants. Voilà. Et puis, un enfant a besoin de bienveillance. Là, encore une fois, je n'accuse personne dans les cadres scolaires d'être malveillant, mais un prof qui va avoir 250 élèves par session, même s'il a un cœur grand et ouvert, comment il va pouvoir accorder de l'attention, de la bienveillance personnalisée à chaque élève, à chaque enfant qu'il voit 1 heure, 2 heures par semaine, grand maximum. Alors voilà, a priori, dans l'ordre des mammifères, depuis que le monde est monde, c'est quand même les parents, l'entourage immédiat, qui sont le mieux placés pour accompagner et aimer les enfants. On me rétorquera qu'il y a des familles défaillantes, mais évidemment, je n'ignore rien des misères du monde, mais en même temps, sur le principe, on ne peut pas partir de la faillite des parents. Sinon, il faudrait faire passer un diplôme de parent à tout le monde avant même qu'il ait des enfants. Donc, on ne peut pas poser comme postulat la faillite des parents. Et cette bienveillance, cet amour, cet accompagnement, qui mieux que les parents, que l'entourage, que l'environnement immédiat, que le village, est le mieux placé pour le donner à l'enfant. Donc, l'enfant a besoin de grandir avec des gens qu'il aime, avec des gens que lui aime et des gens qui l'aiment lui en tant qu'enfant. Voilà. Et on ne peut pas demander à un professeur d'aimer un enfant. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas un aimeur d'enfant, c'est un accompagnant. Voilà. Donc la relation affective dans la relation éducative est indispensable. Autre chose, ce sont des interactions fécondes dont l'enfant a besoin. Donc le temps et l'espace libre, la bienveillance, les interactions fécondes. Alors pourquoi les interactions fécondes? Parce que, et comment ça marche? Eh bien, il faut que l'enfant puisse interagir avec toutes sortes de mondes, avec des enfants de toute culture, de tout âge, de tout handicap, de toute condition. Le classement par date de fabrication dans une même classe ne peut pas nous satisfaire à ce niveau-là. L'enfant a besoin d'être immergé dans la vraie vie et en voyant, vous savez, un enfant qui naît est capable de créer des relations sociales avec n'importe qui sans aucune forme de préjugé. Qu'on soit grand, petit, gros, maigre, noir, blanc, riche, pauvre, n'a aucune espèce d'importance pour un enfant. Un bébé va faire du lien social avec n'importe quelle espèce d'être humain, peu importe, sans aucune forme de préjugé. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut garder chez l'enfant. Et que, évidemment, de mettre des enfants du même quartier, juste du même village, du même âge, dans une même école, ne va pas enrichir ça. Mais on voit après dans les voyages, on voit tout ça que les enfants sont prêts et ouverts à discuter avec. Mes enfants ont des amis de tout âge, de toutes conditions. Ils ont des amis adultes, ils ont des amis enfants, ils ont des amis handicapés, ils ont des amis de toute culture, sans aucune forme de préjugé. Et puis, le dernier point, c'est que l'enfant a besoin d'être relié à une connaissance qu'on pourrait appeler interstructurée, c'est-à-dire une connaissance qui soit, que l'enfant puisse structurer en même temps que la connaissance le structure. Je prendrai un exemple. Quand on fait un voyage, Nicolas Bouvier disait on pense qu'on va faire un voyage et finalement, c'est le voyage qui nous fait ou nous défait. Quand on fait un feu, ça va être la même chose. Au début, je vais jeter quelques bûches, je vais mettre une allumette et ça ne marchera pas. Mais si je deviens patiemment plus méticuleux, si je deviens plus organisé, si je deviens plus attentif, eh bien, je serai au bout d'un moment capable d'allumer un feu dans n'importe quelle condition. Donc pendant que moi, je structure ma connaissance du feu, le feu structure ce que je suis en me rendant plus attentif, plus patient, plus organisé. Et c'est pareil pour toutes sortes de connaissances. Et un enfant a toujours besoin de réorganiser la connaissance dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, au fur et à mesure qu'il l'acquiert.
Et donc, pendant que l'enfant structure la connaissance qui est à l'extérieur de lui, cette connaissance qui a été élaborée par l'ensemble des êtres humains depuis qu'il y a des êtres humains, lui, finalement, se structure pour pouvoir accueillir, organiser, ranger, classer cette connaissance et se l'approprier, la faire sienne, et ainsi participer aux efforts de l'humanité vers de plus en plus de savoir. Donc, le temps et l'espace libre, la bienveillance, des interactions fécondes, une connaissance interstructurée et les enfants grandissent, et les enfants apprennent, et les enfants s'épanouissent sans qu'il y ait eu besoin forcément d'organiser un enseignement. Et tous les parents qui ont voyagé avec leurs enfants à droite, à gauche, à travers le monde, ou ici au Québec, en canot-camping, ou peu importe, savent que de cette expérience-là, les enfants ont beaucoup appris. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'espace, parce qu'il y avait le temps, parce qu'on pouvait prendre le temps d'être bienveillant. On s'est fait un feu, on a appris en fabriquant, on a fait des arcs, on a fait je ne sais pas quoi. Et puis, on était parti avec les cousins, on était parti avec les amis qui n'ont pas le même âge, et puis cet enfant a telle particularité. Et de tout ça, quand on est revenu de notre excursion, de notre voyage, eh bien, on a pu voir que les enfants ont grandi, ont maturé, ont réussi à se trouver des façons de fonctionner ensemble. Et c'est tout ce qu'on souhaite à nos enfants. Alors, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette réflexion que je mène depuis maintenant longtemps, que vous pouvez retrouver sur mon blog ou dans mes livres, notamment Une éducation sans école, pour pouvoir laisser creuser ce chemin de la compréhension des adultes pour libérer les enfants. Voilà. Donc, nous avons tous un travail à faire sur nous-mêmes parce que ce n'est pas forcément l'éducation que nous avons reçue nous-mêmes. Alors, ça nous prend toute cette période de transition pour essayer de comprendre qu'il n'y a pas de normalité scolaire, qu'il n'y a pas d'évidence scolaire, mais que si on s'intéresse et qu'on regarde notre enfant, eh bien, on va pouvoir lui offrir des conditions favorables à son développement, pour le meilleur de lui-même, et puis pour le meilleur de notre vie ensemble, de notre collectif, de notre société. Et rendre les gens heureux fait du bien, non seulement à celui qui le reçoit, mais pour tout le monde, parce qu'on va pouvoir en profiter tous ensemble. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite d'autres bonnes conférences dans le cadre de ce sommet. Et puis peut-être en direct un jour lors d'un atelier ou d'une conférence quand je serai par chez vous. Bonne journée.